Ce soir, le match dans le match reçoit un champion paralympique né avec une malformation congénitale du bras droit. Il a remporté l'or à Pékin 2022 en snowboard. Maxime Montagioni est notre invité. Bonsoir Maxime. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc né avec une malformation au niveau du bras droit. Qu'est-ce que ça implique au quotidien ? Alors au quotidien, c'est vrai que c'est peut-être là où ça me gêne le plus que dans le sport, parce que finalement les mains c'est des outils dont on se sert tout le temps pour faire les lacets, pour faire à manger, pour s'habiller, pour se laver. Donc je vais être un petit peu plus lent que les autres pour arriver à mes fins, mais bon, je trouve toujours une solution, une alternative, en tout cas pour y arriver. Et finalement, c'est ce qui a aussi participé au fait que je puisse être quelqu'un de très avec une grosse force d'adaptation, voilà, et puis je vais essayer d'aller jusqu'au bout des choses, donc finalement ça fait un peu partie de moi, et sans ce handicap, je pense que je ne serais pas la même personne. Nous avons reçu Elodie Laurandi, je crois que vous connaissez il y a quelques temps. Elle nous disait que c'était difficile pour un enfant de comprendre qu'on était handicapé. Vous, ça s'est passé comment ? Moi, ça s'est passé avec la brutalité de l'enfance, hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a une différence, dès qu'il y a un petit problème, voilà, qu'on soit gros, petit, grand, enfin dès qu'on sort un petit peu de la norme, la première chose c'est de la réticence, de la peur. Donc forcément, il faut essayer d'aller au-delà des gens. Et là, on se confronte à la spontanéité, on va dire, des enfants, qui peut être blessante. Après, avec le recul, maintenant, je sais que c'était pas de la méchanceté, mais sur le moment, voilà, c'est assez difficile des fois. Et on encaisse et on essaie de prouver, en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de faire, de prouver que j'avais ma place, que j'étais pas moins fort que les autres, et que du coup j'étais obligé de me surpasser pour essayer d'être au même niveau que tout le monde et d'être intégré. Donc voilà, moi c'est passé par le sport. Enfant, vous en discutiez avec vos parents ? Non, je pense, on a forcément quelques petits conseils de nos parents, mais je pense que c'est vraiment sur le moment. Moi j'avais pris le parti, entre guillemets, d'être un petit peu bagarreur et de montrer que je me laissais pas faire, pour justement essayer de pas être une victime, de pas subir en fait ce handicap. Et en fait, j'ai trouvé ma place assez rapidement, et après en fait il y a plus de sujets une fois que l'année scolaire elle est lancée. C'est un petit peu dur le premier mois, mais après ils voient que je suis un enfant comme tout le monde, que je suis pas plus méchant, que je fais pas plus peur qu'un autre. Donc après ça se passe bien. C'est toujours le début, voilà, avec les nouvelles personnes, c'est un petit peu délicat, mais ça se met en place rapidement. On discutait un petit peu avant cet entretien, vous me disiez que le sport avait été ultra important pour vous, que vous êtes l'homme que vous êtes grâce au sport. Oui, en quelque sorte, moi ça a été mon levier en fait pour prétendre à avoir une place au sein d'un groupe, donc pour se faire des amis. Souvent il y a le petit foot de la récré, et au début j'étais choisi en dernier, et j'étais un peu vexé. Et donc j'ai dû prouver à tout le monde que moi aussi je pouvais être choisi parmi les premiers. Et en fait cette manière de faire par rapport au sport, c'est aussi un moyen d'être à égalité. Dans le sport, on sait que seule la performance compte. Si c'est un sport co, c'est le nombre de buts, on va dire. Si c'est faire du 100 mètres, c'est le temps. Et donc moi, je me suis vraiment accroché au fait que on ne pourra rien me dire si j'étais le meilleur en sport, et que n'y avait pas d'excuses, il n'y avait pas de voilà, si mon chrono, enfin quel que soit le sport que je faisais, était meilleur que les autres, ça voulait dire que je le méritais. Et donc c'est comme ça que je me suis construit un petit peu, et que j'en suis où j'en suis maintenant. Quel sport avez-vous pratiqué lorsque vous étiez plus jeune ? Alors je me suis beaucoup cherché. Je crois que le premier sport, ça devait être la natation, parce qu'en fait, pour le coup, j'ai mis plus de temps que les autres à apprendre à nager. Donc j'ai commencé par la natation, après j'ai très vite bifurqué sur le karaté. Le karaté, ça s'est super bien passé, j'en faisais sur Nice Nord, enfin c'était vraiment un sport que j'aimais. Et quand j'ai voulu passer le cap, donc là on parle de ça, j'avais 6-7 ans, quand j'ai voulu passer le cap de faire des combats, on m'a dit non, tu pourras pas, tu feras que des katas. Et à ce moment-là, je me suis dit non, je veux pas faire de kata moi, donc je suis allé faire du tennis, je crois que j'ai fait un peu d'escrime, et après j'ai très vite découvert le taekwondo, qui a été une très grande partie de ma vie, puisque à l'âge de, je crois, 9-10 ans, je m'y suis mis, et
Et pendant 12-13 ans, j'en ai pratiqué jusqu'à intégrer l'équipe de France, la première équipe de France de para-taekwondo. Donc voilà, très vite après, je me suis focus. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'était une interview de Pascal Gentil à l'époque que j'avais regardé. J'étais à Cap d'Aille et lui, il était sur le port de Monaco. Donc petit clin d'œil du coup à la principauté, parce que pour moi, c'est vraiment. Enfin, j'ai encore l'image en tête de quand je regarde la télé et je me dis, c'est ça que je veux faire, quoi. J'ai lu qu'une fois, vous aviez dit que le taekwondo était plus qu'un sport, mais un art de vivre. Oui, complètement. Il y a une époque où, enfin, même mon entraîneur était devenu un peu un père spirituel, c'est-à-dire que ça coulait dans mes veines, quoi. Je mangeais taekwondo, je faisais du taekwondo tous les soirs, des fois 2 fois par jour les week-ends quand il y avait des compétitions à préparer. Donc c'était vraiment. C'était un besoin, c'était mon équilibre et donc oui, pour moi, ça dépassait le côté sportif au sens loisir du terme, au sens hobby. Et oui, j'avais articulé ma vie à mon niveau autour du taekwondo. En 2013, vous avez obtenu une médaille de bronze au championnat du monde en taekwondo. Puis il y a une dizaine d'années, vous arrêtez net le taekwondo à cause d'un imbroglio avec la fédération, c'est ça? Oui, on va dire un quiproquo, je pense, parce que en gros, j'arrête sur mon meilleur résultat. Donc moi, dans ma tête, je pense qu'il y a une suite. Et en fait, 2 fois, on me dit que je suis sur les listes pour participer à des compétitions. La première fois, on me dit une semaine avant, ah non, tu pourras pas parce qu'on n'a pas le budget. Donc ça, je peux l'entendre. Et par contre, la deuxième fois, j'ai jamais eu d'explication. Et moi, en fait, je travaillais. C'était mon premier travail. Donc, je leur avais juste demandé une lettre qui précisait que je partais en compétition et qu'ils avaient besoin de moi pour pouvoir poser mes congés. Et aujourd'hui, je l'attends encore, cette lettre. Donc ça a été vraiment, pour moi, une incompréhension assez dure parce que comme c'était plus qu'un sport et que c'était un peu toute ma vie, ça a été très compliqué de surmonter ça. Mais je pense que la vie est bien faite. Et de fil en aiguille, un peu le hasard aussi, je me suis retrouvé à faire du snowboard. Et justement, vous le dites par hasard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené au snowboard? Honnêtement, c'est vraiment... le snowboard, c'était une activité que je pratiquais... en loisir? Deux semaines par an. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la chance de faire ça, mais je veux dire, j'avais pas une grosse intensité de pratique. Mais par contre, j'adorais ça. Et en fait, quand j'ai eu le permis... j'ai commencé à monter à Isola avec les copains parce qu'en plus mon voisin avait un appart à Isola, donc ça aide. Et dès qu'on pouvait, les sous qu'on avait, on les mettait dans l'essence pour aller au ski et s'acheter des forfaits. Et du coup, il y avait à l'époque le Rock on Snowboard Tour qui était un festival qui faisait le tour de toutes les stations en fait de France. Aujourd'hui, c'est moins comme ça, c'est sur une ou 2 stations, je crois. Mais donc, il passait à Isola et on pouvait essayer tout le matériel qu'on voulait. Gratuitement, il y avait juste à s'inscrire. Donc c'était un peu une aubaine pour nous, on pouvait tester des planches qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir. Et j'essaye une planche, j'adore, je la prends facilement en main et je me dis, tiens, je vais aller parler avec le vendeur, en apprendre plus sur la marque. Et il se trouve que, en échangeant, à un moment, le commercial, il s'arrête, il me regarde, il me dit, il te manque une main? Alors sur le moment, je comprends pas trop, je me dis, oui, et là, c'est là qu'il se présente et qu'il me dit je suis l'entraîneur de l'équipe de France de para-snowboard. Donc voilà, en termes de hasard, il n'y a pas plus énorme parce que c'était pas prémédité. Moi, je savais même pas que ça existait, le para-snowboard. Donc, et finalement, on me l'a mis sur la route et je pense que c'est pas anodin. Et après, il m'a présenté rapidement Patrice Baratero qui a fait les Jeux de Sochi. Ouais. Et du coup, il se trouvait être mon voisin quasiment. Donc, on a gardé un super contact. Et c'est grâce à Patrice notamment, puisqu'après, donc cette personne qui était entraîneur à l'époque ne l'était plus. Et donc, Patrice a pris le relais et m'a dit écoute, si tu veux, je te montre comment ça fonctionne et si ça te plaît, on y va, quoi. Et donc, c'est lui qui a trouvé les financements pour que je puisse partir sans que ça me coûte rien sur ma première compétition grâce au club à Nice, qui est un super club et qui a cru en moi alors que j'avais rien fait. Enfin, j'avais jamais fait de compète, quoi. Donc, et ils m'ont dit, vas-y, on te paye l'inscription, le transport, enfin, let's go, quoi. Et parce que Patrick, justement, avait cette faculté de trouver un petit peu des personnes compétentes et il lui faisait à 100% confiance. Et je crois qu'ils se sont pas trompés au final. Question qui est peut-être très bête, quand on a fait du taekwondo à un très bon niveau, est-ce que ça aide dans la pratique du snow? Alors clairement, dans la confrontation, oui, puisque moi je pratique le snowboard cross.
et le banc slalom. Mais bon, dans le snowboard cross, il y a de la confrontation puisqu'on est à 4 sur une même piste et que donc des fois ça joue un petit peu des coudes et il y a un petit peu d'intimidation aussi. Et donc je pense que déjà sur l'aspect un petit peu mental, un petit peu opposition, ça m'a beaucoup aidé. Et puis quand on décortique un petit peu ces deux sports, les deux ce sont des sports qui se pratiquent de profil. Donc la gestion de l'espace, l'équilibre, c'est des notions qui sont qu'on peut attribuer aux deux sports. Donc pour moi, il y a beaucoup de similarités. Ouais. Et je pense que clairement, il y a eu des évidences que moi j'ai acquises par le taekwondo qui m'ont peut-être fait gagner du temps dans le snowboard et inversement, je pense. Votre premier podium en Coupe du Monde, il arrive très vite, en 2016 en France, si je ne dis pas de bêtises. Quel souvenir gardez-vous de cette première boîte, comme on dit dans le jargon? Alors, cette première boîte, elle était hyper particulière. Donc, c'était dans les Pyrénées. Le parcours était top. Et en fait, ça a aussi signé mon entrée un petit peu officielle dans l'équipe de France. Et il y avait une anecdote assez rigolote, c'est que à l'époque, du coup, donc j'étais soutenu, en tout cas aidé par le club à Nice. Alors, à Nice CVS, mais qui est à Nice aussi. Et donc, c'est eux qui, pareil, avaient payé le déplacement et tout. Et quand j'arrive en bas, en fait, donc j'ai fait mon podium, il y a la télé, il y a une télé régionale qui vient me voir et qui me dit est-ce qu'on peut vous interviewer et tout. Et là, j'ai le directeur sportif qui s'approche de moi, qui me dit attends, avant d'aller faire ton interview, prends cette veste, et il me tend une veste de l'équipe de France. Alors du coup, je comprends pas et je lui dis qu'est-ce que ça veut dire, je suis dans l'équipe de France? Il me dit non, c'est juste pour la télé, comme ça il y a les sponsors de la fédération et tout. Je dis oui, mais moi, c'est pas grâce à vous que je suis là, je suis là grâce à mon club, donc je vais garder ma veste club. Il me dit non, et il insiste plusieurs fois. Et bon, moi en tant que bon sudiste, un petit peu tête brûlée, je lui dis si je la prends, je la garde et c'est que je rentre en équipe de France, sinon je garde la veste de mon club. Et donc il insiste et il me dit garde-la, et du coup c'est comme ça que j'ai eu le droit après de participer à d'autres Coupes du Monde à l'étranger et de commencer à faire des podiums plus régulièrement. Donc pour moi c'était hyper important parce que c'est vraiment une bascule dans ma pratique qui a été faite grâce à ce podium, quoi. Un an plus tard, 2017, consécration mondiale à Big White. Après cette médaille, vous pensez tout de suite au Graal olympique ou vous arrivez à savourer le titre mondial? Non, alors déjà, pour moi c'était une revanche personnelle sur l'américain parce qu'on se retrouve en finale du snowboard cross. À l'époque, on pratiquait seulement à 2 et non pas à 4. Donc on était à 2 sur la piste. Et je suis devant et en fait il me colle et je vois qu'il fait pas d'effort pour m'éviter. Et du coup je tombe en finale. Donc ça veut dire que je suis deuxième sur le snowboard cross. Et c'était quand même une personne très technique, sur le papier, je faisais pas le poids, mais j'étais déjà arrivé jusqu'en finale, donc j'y croyais. Et donc quelques jours après, on a ce snowboard cross. Et là, je dis, mon seul objectif, c'est de le battre lui. Je m'en fous du résultat, mais il faut que je le batte. Donc c'était une guerre personnelle. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et j'arrive finalement à le battre pour très peu de temps. En plus, c'était un parcours interminable. Il y avait je sais plus combien de virages. Enfin bref, c'était genre en gros, on avait les jambes, on arrivait en bas, on était cuit. Et du coup, là, c'était pour moi le premier objectif. Et comme en France, on est assez frileux et que j'avais mis du temps à accéder, on va dire, au haut niveau, à l'équipe de France, j'étais pas tout de suite projeté dans les Jeux. Enfin, pour moi, il y avait d'autres étapes avant. Parce que là on était en 2017, les Jeux c'était un an après, donc il pouvait se passer plein de choses, donc j'y croyais pas spécialement. Je savais que les sélections ça se faisait au dernier moment, mais par contre voilà, je découvrais le titre mondial et ça c'était un premier avant-goût de ce qui m'attendait après aux Jeux dernièrement à Pékin, quoi. Avant Pékin, il y a Pyeongchang, vous devez y aller, mais il y a une rupture du ligament antérieur du genou qui en décide autrement. Vous l'avez vécu comment cet épisode? Je l'ai vécu en 2 temps. En fait, je me blesse un petit peu avant de partir, 2 semaines avant, sur une course en Andorre, une course où en fait on était avec les valides de la Coupe d'Europe, et en fait je fais une super qualif, par rapport au fait que je suis handicapé, que machin, et je me dis je veux faire la course, je vais faire la course. Et en fait fatigue accumulée, c'était un stage qui n'était pas prévu, que je voulais pas faire, mais on m'a forcé à y aller. Donc une fois que j'y étais, je me suis dit je le fais à fond. Et je pense que j'ai fait Le sudiste qui veut pas faire les choses à moitié. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, j'apprends mes leçons un petit peu forcées, mais et du coup, je me blesse
à ce moment-là. Et je fais un premier... je crois qu'ils me font juste une radio et puis quelques manipulations au centre médical. Et ils me disent, écoute, mets de la glace. Si demain tu vois que ça gonfle pas, c'est qu'il n'y a rien, c'est une petite contusion, rien de méchant. Mais va quand même faire un petit IRM en rentrant. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Le lendemain, rien. Donc moi, dans ma tête, c'est bon, let's go, pas d'alerte. Et au retour, bah, je vais au centre d'imagerie juste à côté. Et là, la personne qui interprète le résultat, ils me disent bon, bah, le ligament est bien touché. Va falloir peut-être opérer et tout. Alors, je lui dis pardon. Je lui dis comment ça. Enfin, je dis moi, je pars dans 2 semaines, je pars au jeu. Il me dit ah non, mais là le snowboard t'oublie. Hein. Là, il me dit. Donc dans ma tête, j'étais pas du tout prêt à entendre ça, puisque dans ma tête c'était réglé. Hein. J'avais mis des glaçons, le genou avait pas gonflé, enfin tout allait bien quoi. Donc là, c'est vraiment la douche froide. Donc je préviens le staff de suite, qui me rassure, qui me disent écoute, il y a déjà eu des miracles, il y en a déjà qui ont fait des médailles dans le passé en étant blessés. Donc Pierre Waltier, entre autres. Alors lui, du coup, c'est dans la technique de lésion, c'était un peu différent, mais donc ils prennent cet exemple-là. Et je me dis, bon, bah vas-y, on y va. De toute façon, les jeux, même s'il y a 1% de chance que ça marche, il faut y aller. Enfin, en gros, en vrai, moi, je me posais pas la question. J'avais plus peur que eux me freinent, mais comme j'ai eu le go, du coup, j'étais rassuré. Donc je fais rien pendant 2 semaines, enfin rien, des soins, je fais vraiment hyper attention. Dès que j'arrive là-bas, il y a plein de kinés, donc je suis pris en charge, je vais vraiment chouchouter pendant que les autres vont s'entraîner. Moi j'y vais pas, j'ai des soins toute la journée. Et en fait on fait un premier test 1 jour avant l'entraînement officiel, où là on me met une énorme attelle, du strap, enfin en gros c'est comme si le genou il pouvait plus bouger quoi. Et là, impossible de rider. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Là. Enfin, on aurait dit un débutant, je pouvais pas me fléchir, donc je cherchais tous mes appuis. Je dis, mais là, c'est mort, je peux pas faire la course comme ça. Enfin, sinon, je vais faire dernier. C'est impossible. Donc, le lendemain, entraînement officiel. On allège un petit peu le maintien. Et du coup, je fais un premier run. Donc déjà, je m'échauffe bien. Donc, il y a le kiné à côté de moi, on prend 0 risque. Vraiment, je monte en température doucement. Et là, je refais une piste, donc il y avait une piste super large, il y avait personne dessus et tout, enfin, c'était toute belle. Et là, je commence à envoyer un petit peu et je prends vraiment des super sensations, des trucs, le genou, je le sens pas et tout. Je dis, ah, c'est bon, let's go, je vais m'entraîner dans le parcours, ça va le faire. Je fais un premier passage et en fait, à la fin, il y avait ce qu'on appelle un step down, c'est-à-dire qu'en gros, ça monte pas vers le haut, mais la réception est plus basse que le saut. Et donc la réception est un peu plate, mais donc ça tape un petit peu, mais j'ai une petite piqûre de rappel que j'ai quelque chose, mais bon, ça passe comme c'est venu quoi. Je remonte dans les yeux du coup avec le directeur sportif, je dis ah bah nickel, franchement je viens de faire un training, là ça s'est bien passé et tout, je vais en refaire un autre. Je repars et là sans prévenir le genou il m'a lâché sur rien en fait, sur une ligne droite, il y avait je crois qu'il y avait une mini marge de 20 cm, enfin c'était vraiment un truc insignifiant et du coup j'ai le genou qui lâche et là je pars dans les filets et je comprends parce que là pour le coup ça fait très très mal, je comprends que là ça a lâché et que du coup c'est mort. 4 ans plus tard, ouais. Vous rebondissez. Entre-temps, il y a eu 4 médailles d'or mondiales et vous allez le chercher, ce titre olympique. Ça fait quoi de savoir, de sentir qu'on est champion olympique? Franchement, c'est indescriptible. Rien que d'en parler, j'ai la voix qui... Vous êtes venu avec votre médaille, on va voir ça aussi. C'est vrai, je la montre pas à tout le monde, hein. C'est vraiment là vous avez des privilèges. Non, ouais, c'est incroyable. Honnêtement, c'est ce que je dis souvent, c'est que je comprenais pas pourquoi les sportifs ils pleuraient sur des podiums. C'est comme si on disait un comptable, si le comptable il se mettait à pleurer parce qu'il a fait des fiches de paie, c'est son boulot. C'est en effet pour gagner, en effet pour, en tout cas on met tout en œuvre pour. Et du coup, je comprenais pas. Et là, en fait, j'ai compris que les jeux, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est tellement d'investissement pendant autant d'années. Alors moi, du coup, je dis que j'ai eu un cycle de 8 ans parce que comme je me suis blessé, c'est comme si c'était rien passé à Pyeongchang. Mais donc du coup, c'était un cycle de 8 ans. Et on arrive à la fin et en fait, on coche la case, quoi. Et là, il y a une espèce de relâchement très puissant.
Donc quand je parlais d'avant-goût tout à l'heure à mon premier mondial, c'est parce que cette sensation de nirvana, de bien-être, de relâchement, je l'avais un petit peu ressenti, mais là c'était décuplé et du coup pour la première fois j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes. Enfin vraiment je contrôlais rien. Mon corps m'a lâché, j'avais les jambes qui flageolaient, genre j'étais pas bien. Enfin j'étais super bien, mais en même temps on aurait dit une loque quoi. Enfin je tenais à peine debout ouais, c'est incroyable. Franchement. Et derrière, tout retombe, finalement. Ouais. Je crois que vous avez eu ce qu'on appelle le blues du champion olympique. Ouais, bah en fait, dès le lendemain, parce qu'en gros, nous, ils nous avaient avancé la cérémonie. Non, pardon, ils nous avaient avancé l'épreuve, mais la cérémonie de médaille était programmée normalement le soir même de l'épreuve. Mais par rapport aux conditions climatiques, ils avaient avancé l'épreuve d'un jour. Donc en fait, j'ai eu la cérémonie de médaille que le lendemain. Et déjà là, j'étais plus du tout dans le même mood, j'étais content. Forcément, la Marseillaise au milieu de tous les Chinois, et puis avec un Chinois à droite et à gauche, c'était quelque chose de fort, mais j'avais plus ce côté émotionnel comme j'avais eu vraiment en bas de la piste. Et du coup, j'étais déjà presque focus, je sais pas, comme un peu un robot, j'étais déjà tourné sur l'après, genre qu'est-ce que je vais faire. Et c'est vrai que j'ai eu cette espèce de blues, de me dire, j'ai atteint l'objectif d'une vie, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors j'avais pas de doute que j'aimais le snowboard, j'avais pas de doute là-dessus, mais par contre j'ai complètement perdu l'envie. Je sais pas trop comment l'expliquer, donc du coup. Elle est retrouvée cette envie aujourd'hui? Ouais, alors c'est passé par l'étape taekwondo. Donc j'ai la chance d'avoir un super préparateur mental, Valérie, si tu me regardes, voilà, c'est grâce à toi. Mais en fait, il me dit, mais toi, en fait, t'es un homme de challenge, et là, t'as coché ton challenge, et en gros, t'en as plus de nouveau, et c'est ça qui te manque, hein. Donc on réfléchit. Moi, j'adore la pétanque. Je dis, vas-y, je vais me lancer à fond dans la pétanque. Il me dit, ah, mais t'es sûr, ça va te suffire et tout. Je dis, je sais pas, j'aime ça. En tout cas, je vais essayer de faire ça en parallèle. Et en fait, deux mois, je crois, après qu'on ait eu cette conversation, j'ai le responsable du para-taekwondo qui a vu un reportage à la télé, qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai vu que tu faisais du taekwondo, on prépare Paris 2024, est-ce que ça te tenterait d'essayer de te qualifier, enfin en tout cas de participer à l'aventure Paris 2024. Nous, on a des quotas, on a aujourd'hui plus de places que d'athlètes, donc si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que tu partes pas sur Paris 2024. Là, je me dis, c'est trop gros, enfin je me pose la question 2 mois avant, je réfléchis, là j'ai la réponse en fait. Donc je dis, alors je leur vends pas du rêve, hein, je leur dis, par contre ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, j'ai pas mis un coup de pied, j'ai plus de souplesse. Vraiment, je voulais pas leur vendre du rêve et qu'ils se disent, ah ouais non en fait ça va pas le faire. Donc j'étais complètement transparent. Eux ils ont apprécié déjà cette honnêteté et ils m'ont dit, écoute, on fera le taf qu'il faut, on y va step by step. Et donc voilà, pendant 6 mois, 2 entraînements par jour à l'INSEP, toute la semaine, je rentrais le week-end, donc c'était personnellement beaucoup d'investissement. Et du coup, en fait, grâce à cet objectif-là, vous avez repris goût au snowboard. Ouais, en fait, ça m'a manqué. Et en fait, c'était tellement dur le taekwondo au sens... j'étais loin de tout le monde toute la semaine, j'étais fatigué. À l'INSEP, moi j'appelais ça un peu une prison dorée parce que en dehors de mes entraînements, je faisais rien. Donc j'ai pris beaucoup sur moi pour vraiment m'investir dans ce projet à 10 000%, avec à la fin du coup une participation au championnat du monde au Mexique. Et du coup, je me suis vraiment investi, les entraînements étaient de plus en plus durs, on montait en puissance. Et en fait, les résultats n'étaient pas là. Donc, j'avais pas cette satisfaction de OK, le job il est bien fait, ou enfin, en tout cas, j'avais rien qui me nourrissait, en tout cas de manière positive. Et du coup, ça a commencé à être assez dur. Donc maintenant, c'est snowboard à 100% et objectif JO 2026 Cortina. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que dès que j'ai repris le snow, en gros, je suis rentré du Mexique, je crois mi-septembre. Le 1er octobre, j'étais sur le snow. Et de suite, j'ai retrouvé cet amour, ces sensations qui m'avaient fait aimer le snowboard. Et je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que ma place, en tout cas, ici, elle est bien. J'avais pas trop perdu parce que le fait d'avoir coupé, en fait, ça m'avait même fait du bien, en tout cas dans mon ride. Et ma motivation était revenue. Donc, je me suis dit, je vois un peu comment ça se passe.
Et je voyais que j'appréhendais le moment où je devais reprendre le taekwondo. Et donc j'en parle toujours avec mon préparateur mental. Il me dit, bon, en fait, tu fais une pré-dépression. Il me dit, je le sentais venir. Il me dit, en gros, le taekwondo, ça matche pas, quoi. Il faut pas que tu te forces. Parce que c'est moi qui lui dis, écoute, je le sens pas, j'ai pas envie d'y retourner. Et il m'a dit, non, mais toi, tu peux pas, t'as besoin de plaisir et tu t'es pas quelqu'un qui arrive à te forcer. Et donc, pour rester, on va dire, aligné avec mes valeurs et ce que j'aime, j'ai préféré renoncer. Alors pour moi, c'est pas forcément un échec. C'était une étape. C'était une étape parce que j'ai essayé, je me suis entraîné, je me suis donné les moyens. Ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai pas adhéré forcément plus que ça à la discipline. Mais par contre, ça m'a fait un grand bien pour le snow. Donc moi, dans tous les cas, j'en tire du positif. Un mal pour un bien, finalement. C'est ça. Et du coup, finalement, je me dis, heureusement que je l'ai fait. Parce que si je l'avais pas fait, de toute façon, j'aurais eu des regrets en me disant peut-être que j'aurais pu faire une médaille à Paris. Là, maintenant, je sais que c'est clairement pas possible. Mais en tout cas, voilà, je suis à fond dans le snow, déterminé. Et Paris, j'en profiterai dans les tribunes. On suivra ça, Maxime. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour la saison qui va se terminer. Et puis pour les années à venir avec Cortina, donc en ligne de mire. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec TV Monaco. Excellente soirée. Salut.